Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. 9h19, merci d'être avec nous. Le mot du jour, ce sera quoi qu'il en coûte, bien sûr, avec ce livre. La France peut-elle tenir encore longtemps aux éditions Albin Michel? Avec nous ce matin pour en parler, Agnès Verdier-Molinier, bonjour. Bonjour. Merci. Vous êtes directrice de la fondation IFRAP, qui est un think tank indépendant qui évalue les politiques publiques. Ah oui, et bon, bien souvent, vous dénoncez justement les dépenses publiques. Vous dites nos comptes publics ne vont pas fort. Là, vous dites carrément, ils sont à sec maintenant et on nous donne de l'argent. Il n'y a pas d'argent magique, quoi. Est-ce que vous n'exagérez pas un petit peu, non? Il y en a certains, vous avez Olivier Blanchard, là, par exemple, autre vision économiste, qui dit dans les Échos, non, il n'y a pas de problème, en fait, avec la dette. Bah écoutez, moi j'ai écrit ce livre parce que je me suis rendu compte qu'on empruntait 1 milliard d'euros par jour en 2020. 700 000 euros par minute. Alors, je veux bien qu'il faille continuer à dépenser sans compter, mais je pense qu'au contraire, il faudrait regarder l'utilisation de chaque euro pour être sûr que ça va bien dans notre avenir. C'est-à-dire pour redresser nos boîtes, pour permettre d'avoir des emplois en France, pour continuer à pouvoir embaucher nos enfants, nos petits-enfants, etc. et qu'on ne mette pas la France à sec. Voilà, donc je tire la sonnette d'alarme sur le fait que, certes, beaucoup de pays ont ouvert les vannes, Oui. mais pas n'importe comment. Pas forcément comme chez nous, et ils se tapent pas une récession à 8,3%, notamment les pays du nord de l'Europe. Mais est-ce que ça veut dire que nous, on risque la banqueroute? Nous, on part d'une situation qui est bien plus grave que celle de l'Allemagne, par exemple. Les Allemands, ils étaient au même niveau que nous en 2003, à environ 63% de dette par rapport au PIB. Et maintenant, là, ils vont aller vers 75% de dette. Nous, on va dépasser les 120%. Et encore, ça, c'est avec un calcul, si on a 6% de croissance en 2021, et plus personne n'y croit. Bruno Le Maire lui-même dit non, mais les 6%, on oublie, quoi. La Banque de France dit ça va être 5. Clairement, On ne sait pas, d'ailleurs. on sera plutôt... On est dans l'incertitude totale, là, quand même, en plus. Oui. Mais donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que mécaniquement, la part de dette par rapport au PIB, elle va encore augmenter. Et qu'on ne retrouvera pas notre niveau de 2019 avant 2023, contrairement à ce qu'on nous disait. On nous disait c'est bon, en 2022, on aura retrouvé notre richesse nationale d'avant la crise. Rien n'est moins sûr. Donc moi, ce que je dis dans ce livre, c'est attention, il ne faut pas raser gratis, il n'y a pas d'argent magique. À un moment, les dettes d'aujourd'hui, c'est les impôts de demain. Les Français doivent le savoir. Ils doivent être au courant aussi que ceux qui achètent notre dette, ce sont aussi des investisseurs étrangers. La BCE ne rachète pas toute la dette française qui est émise. Ça, c'est pas vrai. C'est quoi? C'est la Chine, l'Arabie Saoudite? La Chine, la Banque centrale chinoise. C'est celle qui est citée en premier par le ministre de l'économie quand on dit il y a des détenteurs de la dette qui sont non résidents, donc qui sont étrangers. Moi, j'ai cherché partout. Pour mon livre. Oui. Combien la Banque centrale de Chine détient-elle de dettes françaises? C'est impossible à savoir. Voilà. Impossible à savoir. On ne sait pas. Voilà, on ne sait Pourquoi? pas. Parce que ça se perd dans les méandres des investisseurs, des banques, des fonds. Parce qu'il y a beaucoup d'échanges de dettes françaises et que finalement c'est difficile à tracer. Mais je pense que ce serait intéressant pour nos parlementaires, pour les citoyens français, de savoir quelle est l'ardoise que les Chinois détiennent sur la France. Parce que ce que disent certains, c'est finalement il n'y a pas de problème. Et Olivier Blanchard, le premier, il n'y a pas de problème parce qu'en face du passif, il y a des actifs. Oui, c'est ça. Oui, la France est une valeur sûre, grosso modo. Je résume ce qu'il dit, mais c'est ça. C'est-à-dire qu'on est un pont incontournable, qu'on a des richesses, des actifs en France. Et donc, voilà, on n'est pas ruiné, quoi. Alors, ce que tout le monde est en train de reconnaître aussi, c'est que dire que dans les 10 prochaines années, on aura des taux négatifs, pour placer la dette... Oui, c'est ça. On n'en sait rien, franchement, on n'en sait rien. Ouais. Il peut y avoir des chocs externes, il peut y avoir des guerres de change, il peut y avoir tout d'un coup une confiance qui s'érode dans la dette française. Parce que je parle dans mon livre de cette agence France Trésor qui est tout le temps là en train d'essayer de retrouver du cash frais là, tous les 15 jours sur les marchés et qui est obligé de dire aux investisseurs c'est formidable, la signature de la France est hyper stable, vous inquiétez pas, etc. Sauf que ça repose sur la confiance. Si demain, on a, par exemple, un charlatan qui nous dit, qui arrive au pouvoir et qui nous dit « moi, je ne rembourserai pas la dette », vous croyez vraiment qu'on va pouvoir continuer à emprunter plus de 300 milliards est-ce qu'il y a eu des exemples dans l'histoire? La dette, par exemple, de l'Allemagne dans les années 50 avait été en fait annulée. Il y a eu des choses comme ça, en fait, qui sont possibles ou pas, non? Alors, ceux qui se bercent d'illusions sur l'annulation de la dette, ils sont assez incroyables. Ouais. Parce que d'abord, aujourd'hui, on fait partie
de la zone euro, donc on n'est pas tout seul. La BCE, certes, rachète de la dette. Elle a racheté à peu près, depuis la précédente crise, à peu près 600 milliards de dettes de la France. Mais elle n'a pas racheté que de la dette française. À son bilan, il y a un peu moins de 3 000 milliards de dettes aujourd'hui. On ne peut pas dire, ah bah tiens, la France, elle va annuler sa dette et pas les autres. D'abord, ce n'est pas permis par les traités européens. Ensuite, si la BCE disait, j'annule les dettes Covid, il y a 265 milliards de dettes Covid pour la France. Alors, qu'est-ce qui se passe? La Banque de France a un bilan négatif. Donc, elle appelle l'État pour la recapitaliser. Donc, l'État appelle les Français. Allô, les Français, est-ce que vous allez pouvoir payer pour renflouer? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que derrière, il peut y avoir un raid sur l'épargne des Français. Il peut y avoir une taxe. Alors ça, oui, on en parle beaucoup, en disant, oui, ne laissez pas de cash sur vos comptes parce qu'on viendra vous le prendre à un moment ou à un autre. Ça fait partie de quelle théorie? Ça, c'est possible? C'est pas une théorie. Il y a eu un amendement à l'Assemblée nationale fin d'année 2020 disant, voilà, taxe de 0,5%. Sur l'assurance vie. Ils appellent ça l'épargne dormante. Oui. Sauf que l'épargne dormante, c'est beaucoup d'assurance vie placés là par les Français pour pouvoir financer leurs vieux jours. Et si on leur dit, bah, tiens, sur les 1800 milliards, on va vous taxer X milliards, alors là, c'était 9 milliards. Non, mais alors, est-ce que c'est pas une réserve, en quelque sorte, qui existe là, et que tous les Français pourraient contribuer aussi à cela, pour ceux qui ont beaucoup d'argent, effectivement, qui dort, comme vous le dites, on pourrait aller piocher dedans, sans tout prendre, quoi, non? D'abord, cet argent, il dort pas. En partie, il finance déjà la dette française. Ensuite, il est là, normalement, pour investir dans l'économie. Il y a 100 milliards d'épargne des Français qui ont été thésaurisés depuis le début de la crise. Pourquoi? Parce qu'on voit bien que les Français sont inquiets. Ils voient que le chômage va monter, ils voient qu'on va les taxer plus potentiellement, donc ils font des économies. Et ils savent très bien qu'aujourd'hui, il n'y a pas de scénario. Que nous dit le gouvernement là? On n'est même pas capable de savoir à 3 jours ce qui va se passer. Est-ce que je demande... Est-ce qu'aujourd'hui, ça veut dire qu'on nous ment sur la baisse des impôts? Alors, ce que dit le gouvernement, c'est qu'il n'augmentera pas les impôts, d'accord? Mais 2022, c'est demain. Donc, oui, ce gouvernement-là n'augmentera vraisemblablement pas les impôts. Mais la bataille de 2022 va se faire autour de ce sujet. Les mêmes qui vous disent aujourd'hui, il n'y a qu'à dépenser, il n'y a qu'à s'endetter, c'est pas cher, etc., vont vous dire, on va taxer à mort les successions. On va taxer à mort l'épargne. On va taxer à mort l'immobilier. Parce qu'en fait, ils n'auront pas de solution magique. Ils ne pourront pas faire l'annulation de la dette dont ils parlent, qu'ils appellent de leur vœu, parce qu'ils savent très bien qu'on a besoin de cash frais pour tourner tous les 15 jours et que personne ne voudra nous prêter s'il y a quelqu'un qui dit bah non, mais moi je ne vais pas rembourser, nous les Français on ne remboursera pas. Vous savez, toute la communication gouvernementale en permanence est réfléchie pour rassurer les marchés. Quand Olivier Dussopt dit... Si les marchés nous laissent tomber, on est mal aussi quand même, non? Oui, mais quand Olivier Dussopt dit le quoi qu'il en coûte, on va l'arrêter en 2021, il ne nous parle pas à nous. Il parle à ceux qui pourront prêter et vont prêter et sont en train de prêter et prêtent déjà à la France. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une responsabilité vis-à-vis de nos compatriotes. Il ne faut pas parler qu'au marché dans la vie. Il faut aussi dire aux Français, il va falloir baisser à un moment les dépenses, rétablir les comptes publics, parce que sinon on n'est plus du tout maître de notre destin. Oui, c'est vrai. La France peut-elle encore tenir longtemps? On en parle ensemble avec vous, Agnès Verdier-Molinier. Et avec vos appels. Encore pendant une vingtaine de minutes, et vos appels, bien sûr, et vos commentaires sur les réseaux sociaux, puisqu'on a posé cette question aussi ce matin. La France a-t-elle les moyens économiques d'un nouveau confinement? Puisque derrière, il y a cette question. À 90%, vous dites que non pour l'instant. D'ailleurs, tout à l'heure aussi, on ira en Espagne un petit peu après, à 10h moins 10, pour voir que l'Espagne, justement, ne reconfine pas totalement, parce qu'on estime là-bas qu'on n'a pas les moyens, justement, d'endetter, de s'endetter, de nouveau, etc. Allez, on en parle dans un instant. 9h31, Agnès Verdier-Molinier est avec nous. La France peut-elle tenir encore longtemps aux éditions Albin Michel? Mais en tout cas, ça fait réagir au standard, au 0826 300 300, avec Jean-Noël qui est avec nous, qui nous appelle de Villeneuve-Loubet. Bonjour Jean-Noël. Bonjour Cécile, bonjour Roger, bonjour à votre invité Agnès. Bonjour monsieur. Bonjour. Je vous ai écouté. Oui, la France est plus qu'au croisé des chemins. On le dit depuis quelques décennies déjà, à force de descendre, au niveau économique et à tous les niveaux d'ailleurs. On va arriver à la cave et après ce sera la grotte. Alors je vais dire ça en 3 mots. C'est vrai que la France là aujourd'hui au niveau
moi, je pense que dans un premier temps, je reviens dessus, Oui. 60%... Soyez bref quand même, hein, j'en avais pas posé votre question. Il faut 2 minutes quand même, parce que sinon, d'accord. 60% de notre dette est détenue par des pays tiers, dont l'Arabie Saoudite. Je vais vite. Ensuite, par rapport à tous nos élus, tout ce qu'on dépense en gabegie, les députés, sénateurs, conseil départemental, conseil général, conseil économique et social, je m'arrêterai là-dessus. 42 millions d'euros par an. Et ça sert à quoi, ça? À 3 800 euros net. Vous allez me dire, ce sont des chiffres, c'est une goutte d'eau, vous avez raison. Mais quand on donne plus de 14 000 euros à Chantal Joanneau, on donne 18 000 euros à la PDG de Radio France, Madame Bell. Oui, oui, mais bon, il y a dans plein d'entreprises. Non, mais dans plein d'entreprises, ils sont que des hauts fonctionnaires. Des hauts fonctionnaires. Sinon, ils ne seraient pas dans la haute fonction publique. Ils iraient dans le privé et on serait dirigé par qui et comment. Mais nous, on n'a plus les moyens. On n'a plus les moyens de dépenser tout cet argent-là et cette gabegie-là. Et à côté de ça, on veut jouer au bon samaritain. On ne peut plus faire tout ça. Et elle a raison. Agnès a tout à fait raison. Il faut arrêter certaines choses. Revenir un petit peu à la raison, et c'est-à-dire gérer ça autrement dans ce pays, parce qu'on a un super pays, il faut le reconnaître, et par contre on est en train de mourir à petit feu, et la classe moyenne est en train de s'effondrer. Ça va mal finir. Alors, réaction. Oui, absolument. Réaction, effectivement, avec vous. Alors après, il ne faut pas prendre des cas particuliers, des exemples, et parfois on se dit, non mais c'est vrai, mais on sait que c'est pas forcément ce qui explique en fait ça. En revanche, vous avez raison, sur par exemple 60% de la dette qui appartient à l'étranger, à des fonds. La moitié de la dette française c'est ça, à peu près. Sans savoir précisément à qui, d'ailleurs, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Oui, c'est absolument incroyable de ne pas pouvoir savoir et dire aux Français qui détient notre dette et qui détient aussi en partie notre avenir potentiellement en main si on n'arrivait plus à payer, si les taux augmentaient, etc. etc. Moi, j'ai juste une petite histoire à raconter sur ce sujet. Quand le plan de relance est réfléchi au niveau du gouvernement, ils appellent une ministre du gouvernement et ils lui disent, bon ben voilà, 2 milliards d'euros pour ton ministère, comment tu as 2 heures pour réfléchir à comment les dépenser. C'est pas du tout comme ça qu'il faut faire. Enfin, on a des boîtes qui sont en train de mourir parce que elles ont été arrêtées de bosser, parce que elles sont obligées de survivre avec des aides de l'État. Elles ont encore des impôts énormes potentiellement à payer dans les mois qui viennent et les années qui viennent. Il faut baisser les impôts des boîtes. Et de manière beaucoup plus importante. Quand vous regardez plan d'urgence, plan de relance France-Allemagne, les Allemands, en dépit du fait qu'ils sont déjà beaucoup moins imposés que nous, qu'ils imposent beaucoup moins leurs entreprises, d'environ 120 milliards d'euros de moins par an, ils baissent plus les impôts que nous, là, avec leur plan d'urgence et de relance. Ils baissent de 60 milliards les impôts. Nous, on va baisser que de 20 milliards. Oui, mais est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être le faire avec du discernement? Parce qu'il y a des boîtes pour qui il faut le faire, et puis il y en a d'autres qui continuent de s'enrichir quand même. Donc, il faut dire les choses. Non, mais attendez, parce qu'à un moment donné, on ne peut pas adopter. Vous dites. Mais moi, je trouve ça formidable qu'il y ait encore des boîtes qui arrivent à tourner dans un pays qui à faire le principe d'une entreprise, c'est d'arriver à faire des bénéfices, et c'est aussi de payer en fait les services publics, parce que la majeure partie de nos services publics, toutes les charges sociales, etc., ça paye quoi? Ça paye la Sécu, ça paye les hôpitaux, ça paye l'assurance maladie. Demain, quand nos boîtes seront tellement exsangues parce que on les a hyper imposées, et d'ailleurs on le voit dans la crise, je fais un chapitre sur ce sujet, c'est vrai. Nos entreprises sont rentrées hyper endettées dans la crise. Pourquoi? Parce qu'elles payent plus d'impôts que les entreprises allemandes. Résultat, elles ont dû prendre plein de prêts garantis par l'État qui n'est pas offert, c'est pas gratos, il va falloir rembourser. Il y a plus de 120 milliards de prêts garantis par l'État qui ont été pris par les entreprises françaises, alors que les entreprises allemandes, elles en ont pris moins de 40. Ça devrait nous faire réfléchir. Alors, et sur le confinement, alors quand on dit on arrête, et de toute manière l'État va tout prendre en charge à travers en fait des aides, etc. Est-ce que par rapport en fait, parce que évidemment ça semble un peu invraisemblable de se dire que le pays arrête de travailler et malgré tout on continuera en fait à avoir des recettes. Bah non, on n'en a pas, et on a de la dette. Est-ce que cette vision effectivement qu'on a de la gestion de la crise, est-ce que c'est tenable? Bah écoutez, moi j'ai fait le chiffrage. Si on repart sur un confinement hyper dur comme en mars-avril 2020, c'est 16 milliards par semaine de PIB en moins pour la France. Voilà. C'est 72 000 emplois par semaine menacés. Si on part sur un confinement comme en novembre, c'est 7,5 milliards de PIB cramés par semaine, et c'est plus de 30 000 emplois menacés par semaine. Et même si on confinait que le week-end, c'est 4,5 milliards de coûts pour la richesse nationale. Et alors si on ne fait pas de confinement, et si
ça s'aggrave l'épidémie. Enfin, ça, je reprends les arguments de ce que disent certains médecins et scientifiques. Ça peut être pire à terme, peut-être, non? Écoutez, je crois qu'à un moment, il faut faire comme beaucoup de pays font, laisser ouvert au maximum notre économie, notamment nos commerces, parce que, par exemple, nos commerces de détail, en avril dernier, en France, c'est moins 30%. En Allemagne, c'est moins 6%. Donc, ils ont réussi quand même à conserver un minimum d'activité. Et donc, ils font que moins 6 quand nous, on fait moins 30. Et quand la zone euro, elle fait moins 18 dans le commerce de détail. Ça veut dire qu'on est avec une année 2020 qui a tellement fichu en l'air nos commerces. Il y a 300 000 commerces en France. Il y a plus de 3 millions de personnes qui travaillent dans ce secteur. Et tout ce qui tourne autour, et bien sûr, c'est ça. Mais ça veut dire quoi, qu'on a un cerveau trop médical et pas assez économique? Ça veut dire que quand, par exemple, il va y avoir le débat au Parlement, enfin, ça fait des mois qu'on demande que le Parlement soit un peu respecté dans cette affaire. Et il n'y aura pas de vote. Non. C'est juste un débat sans vote. Mais déjà, au Royaume-Uni, il y a un vote. En Italie, il y a des votes aux 2 chambres. Nous, on commence juste à se dire qu'il va y avoir un débat. Si on avait l'étude d'impact en face, ok, il y a un problème sanitaire qui est énorme, personne ne le nie. Mais en face, ce sera combien de faillites, ce sera combien de chômage pour chaque décision à prendre. L'étude d'impact, elle doit permettre aussi aux parlementaires et avoir un vrai débat. Vous voyez, en ce moment, dans la population, il y a une vraie question qui monte. Est-ce que vraiment le gouvernement connaît la suite de l'histoire, connaît là où il nous emmène? Parce que la première fois qu'il nous a confinés, il nous a dit, en fait, en 2 mois, en gros, c'est réglé. Et puis après, il n'y aura plus de virus ou très peu, etc. Non, enfin, sauf que non. Il y a des stop and go en permanence et il est possible que ce confinement, ce 3e confinement dont on nous parle, ce ne soit pas le dernier. Donc, ce serait bien à chaque fois d'évaluer économiquement aussi, sanitairement. Oui, bien sûr. On compte le nombre de lits, on compte. Mais ils le font quand même, non? Parce que Emmanuel Macron, s'il hésite beaucoup, ça veut dire qu'il attend des données évidemment médicales et scientifiques, mais également des données économiques. Mais est-ce qu'on le partage aux Français? Combien de fois on a entendu pendant toute la crise là, le nombre de lits qui étaient occupés, etc. Mais combien de fois on a entendu combien ça allait nous coûter, qui allait payer, comment on allait faire? Parce que le problème du quoi qu'il en coûte dans le pays qui dépense le plus au monde, qui taxe le plus au monde et qui est celui qui emprunte le plus, il y a un moment où il peut y avoir aussi des incompréhensions. C'est pas non plus un argent magique qui arrive d'ailleurs et qui est gratuit. Il n'y a pas de gratuité. Oui, c'est vrai. Parmi les pays qui taxent le plus au monde, il y avait la Suède, notamment aussi. Et ils ont énormément baissé. Ils ont choisi, oui, c'est ça. Puis ils ont choisi en fait une autre voie, un peu compliquée. Les Suédois, par exemple, ils sont à 0 de taxation sur les successions aujourd'hui. Pourquoi? Pour garder leurs entreprises. Mais ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'il y a énormément de hauts fonctionnaires aujourd'hui qui me disent, Agnès, vas-y. Alors oui, c'est vrai. Agnès, dis les choses. Sous l'anonymat, dans votre livre. Oui, parce qu'ils ne peuvent pas parler. Eux, ils sont aux manettes, ils sont en pleine crise, mais ils voient qu'il n'y a plus de limite et ils ne savent pas comment on va faire derrière. Et c'est ce que je dis, il faut donner maintenant un plan et pas attendre 2022. Parce que le plan, il n'est pas que pour les marchés financiers, il est aussi pour expliquer aux Français où on va. Et pour leur donner des perspectives. Oui, et puis aussi pour cranter des choses. C'est-à-dire que on est dans une réalité qui est compliquée, qui est aussi une occasion unique, je pense. Parce que ça fait des années, moi, que je travaille sur ces sujets, vous l'avez dit tout à l'heure, on m'a toujours dit, la France va mal, mais elle ne va pas assez mal pour qu'on prenne les bonnes décisions. Moi, je pense que maintenant, on est au fond de la piscine et que c'est un formidable espoir aussi, parce que les Français sont des gens formidables, ils s'adaptent très vite et ils sont capables aussi de rebondir, de beaucoup de résilience, ils l'ont montré dans l'histoire, mais il faut aussi à la fois leur dire la vérité et leur donner les clés pour qu'on puisse rebondir. Donner ces clés, c'est dire, oui, il va falloir repousser l'âge de départ à la retraite, c'est inéluctable et ça doit être bien expliqué par le gouvernement et bien compris par les Français. Pourquoi? Parce que sinon, on ne pourra pas payer les retraites. Ouais, voilà. C'est vrai. Sauf qu'il y a quand même plus de 50% des gens qui, entre 52, 53 et 62 ans, n'ont pas de travail aujourd'hui. Oui, mais sauf qu'en réalité, pensez si vous repoussez et que les gens sont au chômage, c'est pas mieux. Mais penser qu'on va pouvoir faire financer de plus en plus de retraités par de moins en moins d'actifs, ça aussi, c'est une équation peut-être impossible. diminuer les plus grosses retraites aussi, non? Se poser la question de comment on travaille plus, parce que quand on va devoir reconstruire un pays, là, on nous dit qu'on est comme au sortir de la guerre en termes d'impact sur l'économie. C'est ce que nous dit Bercy, par exemple. Pour reconstruire le pays après la guerre,
on s'est retroussé les manches, on a énormément bossé, on partait pas à 62 ans à la retraite, on partait beaucoup plus tard à la retraite, on travaillait pas 35 heures par semaine, on travaillait beaucoup plus, il n'y avait pas des RTT, il n'y avait pas des congés tout le temps. Donc il faut bien se dire qu'on va être dans une situation où si on veut Sauf sauver qu'on les n'a pas de boîtes... travail pour tout le monde. C'est avec aujourd'hui la modernisation, la technologie, c'est ce qu'on dit aussi de plus en plus. Oui, c'est ça qui est compliqué. Bizarrement, c'est pour ça qu'il faut laisser le plein emploi, il existe en Allemagne, il existe aux Pays-Bas, il existe dans tous les pays du nord de l'Europe. Ils sont confrontés aux mêmes problèmes de mondialisation que nous et de concurrence internationale. Et nous, comme par hasard, chez nous, ça pourrait pas marcher. Ouais. Nous, on serait obligé d'avoir une industrie qui perd de l'emploi, 1 million d'emplois ces dernières années, et on serait pas capable de produire en France. Pourquoi on produit plus de médicaments ? Parce qu'on a surtaxé l'industrie pharmaceutique. On est les seuls à avoir ces taxes sectorielles qui représentent 8% du chiffre d'affaires. Attendez, c'est complètement dingue. Allez, dernière question parce que le temps file. 300 avec Eric qui est avec nous ce matin. Bonjour Eric. Bonjour Eric. Bonjour. Vous avez parlé de l'Allemagne, mais il faut savoir que l'Allemagne, quand on compare avec la France au niveau de la gestion et de l'argent qui a été déversé dans l'économie, l'Allemagne, elle, a mis 1000 milliards d'euros sur la table lorsque la France a mis entre 200 et 300 milliards d'euros. Il y a aussi le fait que l'euro, cette monnaie qui est une belle idée, profite beaucoup plus à l'Allemagne par rapport à la France. C'est une monnaie qui est trop faible pour l'économie allemande et la compétitivité allemande, et trop fort pour l'économie française et la compétitivité française. Lorsqu'il y avait le Deutschmark et le franc, vous aviez un franc qui était adapté à l'économie française. On avait ce levier au niveau de l'économie, c'est-à-dire soit on faisait des dévaluations, enfin, vous voyez ce que je veux dire. L'Allemagne avait un Deutschmark. Et vous voulez en venir où, Eric, alors ? Là où je veux en venir, c'est les leviers qu'un pays comme la France, au sortir de la guerre, par exemple, les leviers économiques qu'elle pouvait avoir, qu'elle avait au sortir de la guerre, elle ne les a plus. C'est-à-dire qu'elle n'a plus de mainmise, de contrôle possible sur la monnaie qui joue un rôle énorme. Quand vous parlez d'1 million d'emplois qui part, alors oui, il y a énormément d'impôts, mais ça date pas d'hier. La France a toujours été un pays qui a imposé, qui a toujours imposé. Lorsque vous voyez, par exemple, au niveau des exportations, à partir du moment où vous avez eu l'euro, alors la France n'a jamais été une nation très exportatrice, mais il y avait... ça dépend des secteurs. Dans l'agriculture, par exemple. Oui, en effet. Mais lorsque vous aviez, par exemple, avant l'euro, vous aviez une sorte d'équilibre qui se faisait, c'est-à-dire plus ou moins, mais il n'y avait pas un écart aussi important. Aujourd'hui, les déficits commerciaux de la France se comptent en dizaines de milliards d'euros par an, lorsque l'Allemagne, du fait de l'euro qui est trop faible pour son économie, fait dans la crise actuelle, Eric, vous remettez en cause l'euro. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi les dépenses publiques. L'auditeur précédent, il parlait des dépenses, des salaires, mais bon, ça va au-delà des salaires. Je pense que c'est au niveau de la décentralisation et du coût de fonctionnement. J'ai fait une estimation à la louche, parce que je n'ai pas les chiffres. Je me suis uniquement basé sur les chiffres donnés par les régions. À peu de choses près, le coût de fonctionnement des régions, c'est-à-dire toute l'administration qui gravite autour des conseils régionaux, en additionnant à la louche, j'obtenais 10 milliards d'euros par an. Si c'est efficace, moi j'ai pas de problème pour dépenser l'argent si c'est efficace. Après, la question, elle est là. C'est une gabegie. Ajoutez à cela, je suis désolé, nous appartenons à un club qui est l'Union européenne, et ce club, en tant que contributeur net, nous versons jusqu'à hier, nous versions entre 7 et 8 milliards d'euros en plus, et avec le Brexit, et donc il va falloir compenser la sortie du Royaume-Uni, on parle de 12 à 13 milliards, et certainement plus. Et à côté de cela, lorsqu'on parle du plan de relance, lorsque l'on entend les 40 milliards que nous verserait supposément l'Union européenne, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Macron qui l'a dit lors du sommet de Bruxelles, c'est la France et l'Allemagne qui vont payer le plan de relance. Pourquoi les frugaux, les radins, comme on pointait du doigt évidemment, vive l'Union européenne, excusez-moi, vive, on est ensemble, on est solidaires, oui, vous avez les radins à côté, et puis bref. C'est Macron qui a dit que c'est la France et l'Allemagne qui allaient payer. Les 40 milliards, ce sont 40 milliards que nous allons devoir payer. C'est pas 40 milliards que nous allons recevoir, c'est 40 milliards que nous allons devoir verser. L'éclairage d'Agnès Verdier-Molinier, merci Eric donc pour votre intervention. Oui, absolument. Il y a beaucoup de choses, mais donc en 2-3 minutes. L'Allemagne mettrait beaucoup plus sur la table que la France, c'est pas tout à fait vrai.
vrai, parce qu'il y a beaucoup d'additions qui sont fausses. On a dit presque 500 milliards en France, mais ça additionne des prêts garantis par l'État pour 300 milliards qui n'ont pas été utilisés pour la majeure partie puisqu'on est à 120. Les Allemands, c'est pareil. Ils ont dit des centaines de milliards de prêts garantis par l'État potentiels et les entreprises allemandes n'en ont utilisé que 40. Donc méfiance dans les additions. En réalité, on est à peu près au même niveau que l'Allemagne en plan de relance et plan d'urgence, mais les objectifs ne sont pas forcément les mêmes. Les Allemands mettent le paquet sur la recapitalisation de leurs entreprises, sur la baisse des impôts des entreprises, comme j'ai dit tout à l'heure, alors que nous, on a mis le paquet sur quoi ? Sur le chômage partiel, sur le fait d'arrêter nos administrations, sur le fait de permettre, je le dis dans le livre, aux agents de ne pas travailler en étant payés à 100%, et ça, on ne connaît même pas le coût pour l'économie française. Donc ça, en réalité, les plans sont relativement comparables, mais pas ciblés de la même manière. Et moi, j'ai peur que ça parte beaucoup en dépenses de fonctionnement. Vous l'avez dit, Eric, beaucoup plus de fonctionnement qu'ailleurs dans l'Union européenne, puisqu'on est à 84 milliards de coûts supplémentaires pour la France par rapport à nos partenaires, de coûts de production de nos services publics. Là, il y a d'énormes économies à réaliser. Et la vérité, c'est vrai qu'on a beaucoup trop de strates différentes entre les régions, les départements, etc. Mais on ne va pas revenir là-dessus. Tout le monde le sait ou presque. Sur la question de l'euro, en réalité, pourquoi est-ce qu'on peut emprunter à taux très bas ? C'est grâce aux pays frugaux qui ont fait le boulot, qui travaillent jusqu'à 65 ou 67 ans, qui sont aux 40 heures et qui ne sont pas aux 35 heures. C'est qui, les pays plus du Nord ? Les pays, l'Allemagne, les Pays-Bas, tous ces pays-là dont on dit qu'ils sont radins. Bon, là où je vais rejoindre Eric, c'est que c'est vrai que le plan européen qui nous donne que 40 milliards, c'est ridicule par rapport finalement au fait que la France est un des pays qui souffre le plus dans la crise parce qu'on a le plus arrêté notre économie. C'est aussi de notre faute. Et c'est vrai que là, d'une certaine manière, on a ce côté coq français qui ne veut pas reconnaître qu'on a un déclassement énorme de notre pays et qu'on ne devrait pas avoir 40 milliards, mais une centaine de milliards si c'était à l'aune de ce dont on a besoin. Les Italiens vont faire un plan à 200 milliards, en très grande partie financé par ce prêt européen. Et là, la réalité, c'est que les Allemands, quand ils se sont associés à la France, ils ont dit OK pour qu'on s'associe, pour qu'on fasse l'euro, mais on ne veut pas payer pour la France à terme. Donc, quand il dit l'euro est trop faible pour l'Allemagne et trop fort pour la France, attendez, pourquoi il est faible pour l'Allemagne ? Parce que d'une certaine manière, il permet à l'Allemagne d'exporter plus. Je ne sais pas si je me suis bien exprimée. En réalité, pourquoi ? Parce que les Allemands ont fait le job depuis la dernière crise de rendre la compétitivité à leur pays. Tandis que nous, on n'a pas fait le job. Qu'est-ce qu'on a fait ? On n'a pas baissé les dépenses et on a augmenté les impôts. Donc on a foutu en l'air notre économie. Et dire qu'il y a toujours eu des impôts très hauts en France, il n'y a pas toujours eu des impôts à 46% du PIB. Donc c'est maintenant qu'il faut se ressaisir. Je donne plein de solutions dans le livre. Oui, absolument. C'est un livre optimiste pour finalement se réveiller. Voilà. Éviter la faillite, c'est maintenant, c'est le sous-titre, bien sûr. La France peut-elle encore tenir longtemps ? Mais merci donc à vous, Agnès Verdier-Molinier. C'est aux éditions Albin Michel.